tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog romance what the fuck. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je vais vous redire de quoi il s'agit pour toutes les nouvelles personnes. C'est des vlogs où je m'amuse à lire des romans spicy un peu étranges, souvent avec des aliens ou des monstres, pour vous partager un petit peu cette expérience scientifique, les choses les plus what the fuck qu'il y a dedans, et puis pour en rigoler un petit peu avec vous. Alors souvent ça m'arrive de choisir un petit thème, par exemple j'ai fait déjà Alien, j'ai fait Orc, j'ai fait Kraken, des petites choses comme ça, mais pour le vlog d'aujourd'hui je vais juste continuer principalement des séries que j'ai en cours et en commencer une nouvelle qui me tentait beaucoup. Donc déjà, il y a le nouveau tome de Ice Planet Barbarian qui est sorti dans cette édition, donc je me le suis procuré. Il s'agit de Barbarian Touch, qui est le tome, je pense, à peu près 6. Je suis plus sûre exactement de combien, j'en ai déjà lu. J'ai fait mon premier vlog Romance What the Fuck avec le premier tome de la série, je vous invite à aller le voir. C'était vraiment ma première expérience qui m'a lancée là-dedans, ça vaut la peine. Pour vous faire un très bref résumé de la série, c'est un groupe d'humaines qui se font kidnapper par des aliens, pas bien intentionnés, mais le vaisseau a un accident, il se crache sur une planète gelée, où elles vont rencontrer un autre type d'alien beaucoup plus sympathique avec elles, et puis dans chaque tome, on va suivre un couple différent qui se forme, parce que sur cette planète, pour survivre, il faut se faire infecter d'un espèce de parasite symbiote qui te permet de survivre, mais en faisant ça, ça va aussi vouloir te coupler avec une autre personne pour faire perdurer l'espèce. Donc on est vraiment dans un truc où les femmes vont à tous les coups tomber enceintes rapidement, et c'est pas vraiment un aspect que j'aime particulièrement, mais à part ça, les petits aliens bleus, les gros aliens bleus, sont quand même assez attachants à leur façon. Et je trouve que cette série est très très drôle et à prendre vraiment à la légère. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc un premier groupe de femmes qui était arrivé et qu'on a suivi dans les premiers livres. Et là, c'est comme un deuxième groupe de femmes, je suis plus sûre exactement de comment elles se sont retrouvées là-dedans. Elles aussi, elles avaient été kidnappées par les premiers aliens. Et donc, c'est des nouvelles personnes, donc ça va être un petit vent de fraîcheur. Sachant que ça, comme je vous disais, ça doit être le 6-7 par là, et je pense qu'il y en a presque 20. Donc je suis comme, mais où est-ce qu'elle va les trouver, toutes ces madames, à force? Parce que ça aussi, c'est très hétéronormatif comme série, c'est toujours une femme humaine avec un alien homme, en tout cas, pour le moment. Première lecture pour ce vlog. La deuxième, Midnight Ruin, qui est le 6e tome de la série Dark Olympus. Le premier tome, Neon Gods, est sorti en français d'ailleurs, si jamais vous voulez tester. Je sais pas s'ils ont sorti les autres. C'est une réécriture mythologie grecque très au sens large, on va dire. Dans le premier tome, on suivait Hadès et Perséphone qui vivent dans une ville qui s'appelle Olympus, qui est dirigée par les 13 représentations des dieux de la mythologie grecque, donc Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, tout ça, qui sont en fait là des humains. Il n'y a pas vraiment de la magie, et c'est un peu la série la moins what the fuck, parce qu'il n'y a pas d'aliens ou de monstres ou quoi, c'est des humains. Peut-être il y a un peu de surnaturel dedans, mais c'est tout et c'est pas très clair. Dans chaque tome, on suit un couple différent, et j'aime beaucoup comment l'autrice vient twister la mythologie grecque et les mythes. Il y a eu plusieurs couples connus qui étaient des fois des troubles ou plus, parce que ce qui démarque cette série, c'est que c'est quand même très kinky. Dans chacun des tomes, il y a un petit truc spicy différent. Des fois j'accroche pas selon ce que c'est. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de diversité, de personnages queer, de personnages de différentes origines, de différentes cultures. Ça, je trouve ça très chouette que l'autrice fasse ça. Donc, une série que je continue tranquillement. Je suis à jour, c'est le nouveau qui est sorti. Et puis enfin, celle que je veux découvrir, That Time I Got Drunk and Saved a Demon. C'est un livre qui existe depuis pas mal de temps en auto-édité, mais il a été racheté récemment par Orbit, qui a fait des nouvelles couvertures très chouettes. Là aussi, comme vous voyez, on a plus de la représentation de diversité et tout. Et je trouve ça toujours chouette parce qu'il y a quand même beaucoup de romances de ce type où c'est très blanc. Donc, I like it. Puis je trouve la couverture vraiment très très belle. Celui-là, il me semble que c'est juste une femme qui par accident va se retrouver à sauver un démon et se retrouver embarquée dans une quête. Un peu peut-être over the top, mais
C'est normal vu que le but c'est quand même la romance et les scènes un petit peu spicy. À savoir que j'ai lu une novella de l'autrice à Noël, autour de Noël. Donc j'ai un petit aperçu de son écriture et je me suis dit ça pourrait me plaire. Donc entre ça et la couverture et la hype autour du livre, je l'ai ajouté à ma liste et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que c'est celui qui me tente le plus. Mais pour choisir ma lecture, j'ai mis un petit vote sur le Discord de mon Patreon pour que mes Patreons choisissent quelle sera ma première lecture du vlog. Donc je vous retrouverai une fois que les votes auront été faits pour voir qu'est-ce que je lis. Petit intermède parce que j'ai oublié de le dire dans mon intro, mais si vous faites partie de ma famille, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo. Fermez l'écran, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air quand même, ça fait toujours plaisir, mais fermez l'écran. Je dis ça, maman, je sais que tu vas continuer à regarder, mais au moins pour les autres personnes, ne regardez pas cette vidéo. J'ai donc attaqué Midnight Ruin. Si j'arrive à ne pas dire une seule fois Midnight Sun de toute cette vidéo, ce sera un miracle. Midnight Ruin, le 6e tome de la saga Dark Olympus. Et celui-là, il se centre sur Eurydice, Orpheus, le classique de la mythologie grecque, avec le petit twist qu'il y a Charon dedans aussi. Là j'ai lu 70 pages et je me suis dit que c'était un bon moment pour vous faire une update parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc Eurydice, ça fait un moment qu'elle a eu des ennuis avec Orpheus. Il l'a un peu trahi pour avancer sa popularité et ça a fait en sorte que Zeus l'a blessée, qu'elle a dû se réfugier dans la partie de la ville où sa sœur Perséphone et Hadès sont les dirigeants. Donc elle a un peu, à la fois perdu un peu tous ses repères, elle se retrouve surprotégée et surtout avec le cœur brisé parce que l'homme qu'elle aimait, avec qui elle pensait faire sa vie, l'a trahi en la mettant en danger pour des raisons assez vénales. Ça fait, je pense, entre 9 mois et 1 an, c'était pas très clair, qu'elle vit là et elle s'est liée d'amitié avec Charon, qui est un peu comme son garde du corps. Quand j'ai d'amitié, elle est très attirée par lui, et même si elle ne s'en doute pas, lui est très attiré par elle. Mais ce petit malentendu-là ne va pas durer parce que je pense qu'au bout de 16 pages environ, ils sont déjà en mode à reconnaître leur attirance l'un pour l'autre. Et je pense qu'à peine 10 pages plus tard ou quoi, ils se disent « je t'aime ». Alors là, j'étais un petit peu comme qu'est-ce qui se passe, c'est donc très rapide. Mais il faut remettre dans le contexte qu'ils se connaissent depuis vraiment de très nombreux mois et qu'ils se sont cachés leur attirance et que là, il y a comme tout qui lâche, on va dire. Et on assiste à ce moment-là. Mais j'avoue que j'aurais préféré avoir un peu de background avant qu'on en arrive là, quitte à avoir des chapitres flashback ou je sais pas, parce que là, ça paraît vraiment très brutal du coup comme annonce de sentiments. Le problème étant que Eurydice n'a pas pu terminer les choses proprement avec Orpheus, qu'elle a toujours des sentiments pour lui, ou qu'en tout cas elle se dit qu'elle aimerait pouvoir lui parler une dernière fois pour avoir un closure et mettre le passé derrière elle pour possiblement continuer avec Charon. Orpheus de son côté, il vit une vie de merde depuis que il a fait du mal à Eurydice, il le regrette, il a changé, il s'est remis en question et tout, donc on a envie un peu de lui laisser une deuxième chance. Quand même, vu que ce qu'il l'a fait, il l'a fait par bêtise plus que par méchanceté. On voudrait lui laisser une chance. Et donc, Orpheus décide d'aller voir Eurydice pour avoir cette dernière discussion avec elle, que lui aussi, il pense que il a besoin de faire, il a besoin de s'excuser auprès d'elle. Et il se trouve que au moment où Orpheus décide d'aller voir Eurydice, enfin, il les prend en pleine action dans la voiture de Charon. Genre ils avaient enfin craqué et décidé de se laisser aller, d'écouter leurs désirs, et c'est à ce moment-là que Orpheus arrive. Donc comment vous dire que cette scène-là, c'était un sacré bazar, parce que quand Eurydice réalise que son ex, pour qui les sentiments sont toujours flous et qui lui fait ressentir toujours beaucoup de peine, la voit en train de prendre beaucoup de plaisir avec Charon, it's complicated. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a les points de vue d'Eurydice, de Charon et d'Orpheus. Donc on voit vraiment tous les aspects et tous les côtés d'une situation. Ça, j'aime beaucoup. Et donc là, ils se retrouvent tous les trois et ils commencent un petit peu à discuter. Orpheus s'excuse et Eurydice se rend compte que le voir une dernière fois, au final, ça va pas lui suffire
pour mettre un terme à sa relation avec lui, ou même est-ce qu'elle peut mettre un terme à sa relation avec lui. C'est très compliqué cet aspect-là. Caron, pour lui, de son côté, c'est clair que Orpheus reste dans sa vie ou pas. Lui, tant qu'il est avec Eurydice, ça lui va. Qu'il ait à la partager ou non. Donc c'est une dynamique assez intéressante, je dois dire, le fait qu'il y ait des personnages qui aient déjà un passé quand même, et que c'est un peu comme une second chance. Caron qui est assez focus sur son but d'avoir Eurydice, mais d'une façon quand même respectueuse. On s'entend, c'est pas genre la posséder, mais c'est comme si tu veux être avec une autre personne, soit avec une autre personne. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse être tous les deux ensemble. Et au milieu de tout cet imbroglio émotionnel, il y a aussi le gros bazar dans la ville d'Olympus, qui a commencé en fait dans le premier tome et qui continue à devenir de pire en pire. Il y a des tentatives d'assassinat qui sont faites sur les gérants de la ville, qui sont comme les 13 dieux principaux de l'Olympe. Il y a comme vraiment beaucoup de tensions qui s'accumulent, donc je sais pas si ça va avoir un gros impact ou pas sur l'intrigue, ou si ça va être beaucoup plus centré sur la romance, parce que on avance quand même lentement dans les tomes au niveau de l'intrigue, vu que le principal qu'on a, c'est des scènes spicy, hein. Mais il y a une petite intrigue. Donc là, comme je vous disais, j'ai lu un peu plus de 70 pages. Je vais continuer, voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a eu des petits hints que Eurydice, elle aimerait bien tester des choses un peu plus kinky. Et il y avait différentes pratiques, on va dire, dans les différents tomes. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner dans celui-là. A few moments later. On vient d'avoir la première scène méga spicy. Je suis mal à l'aise avec ces trucs de domination-soumission. C'est surprenant à chaque fois, elle arrive dans chacun des livres à faire un peu des nouvelles spécialités, des nouveaux kinks qu'elle nous présente. En tout cas, c'était la première scène. C'est à peu près au niveau de la page 100. Donc ça promet pour la suite. Il est 11h30 du soir et je viens de terminer Midnight Ruin. J'étais bien décidée à le finir aujourd'hui. Alors, c'est pas mon préféré de la série, je dois le dire quand même. J'ai trouvé que la romance allait très très vite. Entre Caron et Eurydice, à la limite, je peux le comprendre parce que ils se connaissent depuis plus d'1 an, mais quand même, ils se disent I love you dès les toutes premières pages. Je trouvais que ça cassait un petit peu la tension possible. Et puis avec Orpheus qui arrive au milieu de tout ça et qui de suite reconnaît qu'il est en train de tomber amoureux de Caron, et Caron la même chose pour lui. Alors d'un côté on est comme yes, ils communiquent vraiment bien, ils ont pas peur de se dire les choses et tout. Mais ça faisait quand même très rapide parce que je pense qu'il y a comme genre 4 ou 5 jours qui se passent à travers tout ce livre. Vraiment rapide. Alors c'est pas celui non plus, il y avait le plus de scènes spicy. Je pense qu'il y en a que 2 grosses, les 2 présentant des configurations différentes de ce que 3 personnes ensemble peuvent faire. Mais la deuxième restait, on va dire, assez classique. Il y avait plus de kink comme on voyait vraiment au tout début. Le côté dominant, au final, c'était présent que au début de la première scène et comme en préparation, et puis après ça disparaissait un petit peu. Donc j'ai envie de dire la deuxième était plus classique, mais c'est ça, il n'y en avait pas tant que ça, parce que l'intrigue quand même avance plus dans ce tome-là. Je vous avais dit que souvent ça avançait pas beaucoup parce que c'était centré sur la romance. Là, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a des attaques, on découvre qui est le danger pour Olympus et tout ça. Et il y a notamment un autre personnage qui prend un rôle plus important et on comprend que ça va être comme l'héroïne du prochain livre qui est Ariane, qui a une espèce de petite romance avec le Minotaure, ce qui je trouve est un twist intéressant par rapport au mythe originel. Et le dernier chapitre, c'était un chapitre bonus de son histoire où elle devient intime pour la première fois avec le Minotaure et c'était quand même assez rough et violent. Je suis comme bon, ça promet, genre il fait pas dans la dentelle le Minotaure. Alors certes, elle a eu l'air d'aimer ça, mais j'étais quand même un petit peu... Genre, il la mord jusqu'au sang. C'est un petit peu beaucoup, monsieur. C'est un petit peu beaucoup. Sinon, un autre aspect que j'ai bien aimé, c'est les petits clins d'œil à la mythologie, comme le personnage de Médusa,
qui est une femme qui a des tatouages de serpents, comme la Méduse de la mythologie grecque avec ses cheveux serpents. Il y a Orpheus qui, là, ne fait pas de la musique, mais qui est un peintre, mais on a toujours ce côté artistique, le côté Eurydice et sa muse, puis le fait qu'au final, les deux se retrouvent en enfer, vu qu'ils sont dans le royaume d'Hadès, dans la partie de la ville qui appartient à Hadès. Donc ça faisait quand même écho à la mythologie, et ça j'aime vraiment bien dans ces livres-là. Mais de façon globale, j'ai moins été prise dans la partie romance de l'histoire, j'ai moins cru à la solidité de la relation entre les personnages que dans d'autres livres. Les scènes spicy, la deuxième ça allait, mais la première avec tout le côté de domination kinky, où Orpheus rampe au sol et fait le chien, j'avais du mal. Donc c'est ça, c'est vraiment pas mon préféré. Je laisse sa chance au prochain parce que le personnage du Minotaure m'intriguait quand même vraiment. On va continuer, il s'appellera... c'est dit au début, Dark Restraint. Donc, j'imagine que ça va être assez dark justement. Puis sinon on allait faire une petite promenade avec Johan et j'ai commencé le livre audio de Barbarian's Touch, où on va donc suivre Layla, qui est une des nouvelles femmes humaines arrivées sur la planète à l'insu de son plein gré. Sa particularité, c'est qu'elle est sourde et qu'elle avait des implants cochléaires qui lui permettaient d'entendre, mais qui ont été enlevés par les aliens qui l'ont kidnappée avec sa sœur. Et donc là, elle se retrouve non seulement dans un monde qu'elle ne connaît pas, avec des aliens et tout ça, mais en plus, elle ne peut plus communiquer, à part avec sa sœur qui connaît le langage des signes. Mais c'est assez limité quand même comme communication, donc ça vient vraiment rajouter un enjeu intéressant. On va voir comment c'est traité par l'autrice. Ça, la représentation de la surdité et tout ça, on va voir. Et le beau spécimen d'alien qu'on voit ici, c'est Rokan, qui est un mâle alien qui a l'air quand même assez intéressant et posé et calme et pas en mode à tout prix à vouloir avoir une mate, ce que je trouve qu'il y a un changement intéressant par rapport aux autres tomes. L'enjeu par contre, c'est qu'il y a un autre gars dans l'affaire qui est complètement obsédé par Layla. En fait, plus généralement, il est obsédé par le fait qu'il va avoir une mate, une femme à lui, et du coup, il est comme un peu beaucoup intense. Et de ce que j'ai compris, il va la kidnapper et j'imagine que Rokan va essayer de la sauver par la suite. Donc c'est la petite intrigue qui englobe la romance, mais j'en suis vraiment au tout début pour le moment. J'ai lu juste une trentaine de pages en équivalent papier, donc c'est pas beaucoup, mais ça me fait trop plaisir de retrouver cette ambiance-là des aliens. Franchement, après tous les tests de romance what the fuck spicy que j'ai lu, celle-là j'ai presque envie de vous dire qu'elle est très soft et très douce et très mignonne. Alors après avoir lu ça, qui ne l'était pas tant, ça fait du bien de replonger dans cette douceur-là. Puis bon, comme ça parle de neige et tout, ça va bien pour la saison. Donc je pense que je vais essayer de le continuer un petit peu avant d'aller me coucher. Pour deviner qui c'est qui est resté réveillé jusqu'à 2h du matin en lisant Barbarian's Touch, c'est moi. Écoutez, j'étais trop à fond, puis ça se lit vraiment bien, vraiment facilement ce livre. J'ai écouté le livre audio en même temps, c'est ce que je préfère faire. Et je me suis régalée. Pour le moment, je pense que ça devient mon préféré. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que j'en lis un nouveau. Peut-être qu'ils deviennent de mieux en mieux au fil des tomes. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les personnages de Layla et Rokan. C'est bien Layla qu'elle s'appelle. Pourtant, je vous assure, je l'ai lu. Mais les noms des personnages, ça ne veut pas. Layla, c'est bon. Je pense que la dernière update que je vous avais fait, il y en avait un autre qui venait de l'enlever. Et elle est pas du tout down pour ça. Et ils se parlent pas pendant plusieurs semaines. Lui, il fait aucun effort pour vraiment communiquer avec elle. Il est vraiment obsédé par l'idée qu'elle résonne avec lui et qu'elle devienne sa mate et tout ça. Et en même temps, tu vois qu'il n'y a aucune connexion entre eux. Puis à un moment, elle décide de s'enfuir. Et c'est là qu'elle va retrouver Rokan. Et on voit tout de suite la différence avec lui qui est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'elle veut et qui va de suite essayer d'apprendre le langage des signes, par exemple, pour communiquer avec elle. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment mignon, ces scènes-là où ils apprennent à parler. Toujours quelque chose que j'aime dans les romances aliens et tout, quand ils essayent de trouver un langage commun pour se comprendre. Et puis, bien sûr, entre deux, ça résonne. On s'en doutait, ce n'est pas vraiment un spoiler, c'est le but du livre. Et même ça, ils le prennent beaucoup plus lentement que ce qui s'est passé, genre quand je compare
au moins aux 3 premiers livres, je pense. Ils prennent leur temps, puis bon, tous les deux sont inexpérimentés dans ce domaine-là. Souvent, les aliens le sont parce que ils n'avaient pas de femmes aliens. Donc voilà, ça réglait le problème. Et là, c'est la première fois, je pense, qu'on a une femme humaine où c'est son cas aussi. Donc ça amène beaucoup plus de douceur et de lenteur dans le procédé. Aucun des deux ne veut brusquer l'autre. Là, elle-même, elle comprend pas vraiment ce que c'est la résonance et tout, et pourquoi tout d'un coup elle est méga attirée par un alien. Et Rokan ne profite pas de ça non plus, il la laisse vraiment se faire à l'idée, et il veut qu'il puisse communiquer aussi pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'aime vraiment beaucoup ce petit alien, encore une fois. Je dis petit, mais bien évidemment, comme tous les autres, il est équipé comme une tour de 2000 mètres, on s'entend. À chaque fois, c'est énorme. Je pense qu'elle passe une page entière à le dire. Mais bon, à part ça, il est très chou. Et là où je m'en suis arrêtée, je pense que c'était... C'est ça. Ouh, j'ai lu. J'en suis à page 160. J'ai lu plus de 100 pages hier soir. Il vient d'y avoir une scène un petit peu plus spicy. Donc, ils n'ont pas encore resonate physically complètement. Mais il s'est passé des petites choses. Et ça me rappelle que j'aime vraiment comment les scènes spicy sont écrites dans ce livre-là. Donc là, je vais le continuer avec beaucoup d'impatience. Surtout que maintenant, ils ont une nouvelle mission un petit peu qui est d'aller dans la grotte des ancêtres, qui est en fait un vieux vaisseau qui fonctionne encore un petit peu niveau technologique, notamment l'aide médicale, parce qu'il veut essayer de trouver un moyen de comprendre son langage à elle, le langage des signes. Donc là, ils vont partir faire ça. J'espère vraiment que ça va être lui qui va apprendre son langage et pas elle qui va se retrouver d'un coup à pouvoir entendre et tout, parce que je trouve qu'au niveau de la représentation et tout ça, c'est plus questionnable. On va voir. On va voir. J'ai profité des reading sprints pour finir complètement Barbarian's Touch. Ça a été une lecture assez rapide, ce qui n'est pas une surprise. Et je l'ai trop aimé. Ils sont trop choux les deux. Je dois vous dire qu'il y a des petites scènes spicy ici et là, mais la scène où ils se mettent en pratique complètement la résonance et tout ça, et où ils deviennent mate au sens physique du terme, c'est vraiment dans les tout derniers chapitres. Et je pense que c'est la première fois qu'elle nous fait attendre aussi longtemps pour ça. On était dans du classique Iceman Barbarian, c'est merveilleux, c'est incroyable. Il y a de tout qui coule à flot de partout. Et bien sûr, ils ont leur petit spur, là, leur petite protubérance qui se place bien comme il faut, partout comme on veut. Donc c'est merveilleux. Elle l'aime, il l'aime, tout va bien. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé intéressant parce que dans ce livre-là, on en découvre un peu plus sur la géographie de la planète, parce que à un moment, on a l'opportunité de voir une carte du monde. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a eu plusieurs indices au fil des tomes qu'il y avait des choses qui n'étaient pas connues sur cette planète, vu qu'ils sont quand même assez isolés et sans technologie. On a aussi à un moment le personnage de Layla qui découvre une cave naturelle. En gros, il s'est passé des trucs qui a fait en sorte qu'il y ait des plantes qui ont pu pousser, des plantes vertes et des fruits, ce qu'il n'y a nulle part ailleurs autour d'eux. Donc c'est comme une grande nouveauté et une grande source de joie pour tout le monde. C'était assez fun. Et l'autre truc qui m'a surpris, et je sais pas si c'est comme du... Comment ça s'appelle quand l'auteur ou dans un film tu réécris le passé pour aller avec ce que tu décides dans le présent? Redcon, c'est ça. Parce que là, elle nous sort que les aliens vivent genre bien facilement au-delà de 100 ans. Presque, j'ai envie de dire, les vieux, c'est 200 ans. Parce que le gars... Incroyable, comme j'oublie les noms. Rokan. Il a genre 40 ans et elle en a 22. Mais il paraît encore très jeune. Et pour son espèce, du coup, il est assez jeune, vu que genre sa mère à lui, elle a plus de 100 ans et elle a eu un enfant qui a une dizaine d'années. Donc ça, c'était la première fois, j'ai l'impression qu'on
nous clarifier qu'ils vivaient aussi vieux et que du coup les humaines avec le couille qu'elles ont reçu, le parasite, vont aussi vivre plus vieilles. J'étais comme, me semble que c'est ben facilitant cette affaire. Mais passons. Les 2 trucs qui m'ont fait rire, alors il y en a un, je vais vous lire un extrait parce que j'étais comme, why? That was not necessary. Donc en gros, Rokan dit que sa vie a complètement changé depuis que Layla est dans sa vie. Et puis, even my seed has changed with Layla. Instead of a thin and slick like before, it is now thick and milky. All that I am is changing for her. Pourquoi nous préciser ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Et sinon, à un autre moment, ils sont comme en danger et il y a une avalanche qui tombe sur eux. Et le gars arrive quand même à retenir que l'avalanche les emporte et touche Layla avec la force de son corps. Le gars retient une avalanche. Incroyable. La coïncidence est que hier, on a regardé un documentaire avec Johan sur une avalanche mortelle qui a eu aux États-Unis en 1982. C'est Alpine Meadows, je pense l'endroit que ça s'appelait. Et c'est un documentaire vraiment intéressant qui s'appelle Buried. Je vous mettrai l'image là si jamais vous voulez le voir. Mais je trouvais ça drôle que hier j'ai regardé mon film sur l'avalanche et qu'à un moment il se passe une avalanche là-dedans. Et le gars est tellement fort que il se fait pas emporter et il arrive à la protéger elle. Bravo. Bon, il est blessé quand même et ça amène d'autres enjeux. Mais le fait est qu'il a retenu une avalanche. Souvent dans les parties finales, on va dire bonus, l'autrice met un petit truc un peu kinky, un peu différent, un peu plus spicy. Là, c'est vraiment très léger parce que c'est juste que genre, ils s'amusent un petit peu avec la nourriture pendant leur scène spicy. Mais c'est très soft par rapport à ce qu'elle a écrit dans d'autres livres. Donc je pense que c'est un peu le moins spicy de tous, même si oui, il y a des scènes comme ça. Je trouvais qu'il se passait quand même pas mal d'autres choses. Et l'autrice, j'ai lu son afterword, ça m'arrive rarement que je lise les mots de l'autrice à la fin, mais je suis contente de l'avoir fait. Parce que déjà, elle dit que celui-là, c'est le plus long qu'elle a écrit. Et la deuxième chose que j'étais contente de lire aussi, je vous parlais de toute l'histoire de surdité du personnage de Layla et que j'espérais qu'elle n'allait pas retrouver miraculeusement l'audition. Et c'est pas ça qui se passe. Alors, il y a des petits sous-entendus que peut-être que le Kui, le parasite, va venir guérir ce qui est brisé dans son système auditif. Mais le fait est que c'est Rokan qui apprend le langage des signes et les autres membres de leur tribu qui vont aller apprendre la langue des signes aussi pour s'adapter à elle et qu'elle soit inclue. Et toutes les réflexions qu'il y avait autour de ça étaient vraiment intéressantes. Et le fait qu'elle dise au final que si un jour elle retrouve l'audition grâce au QI, ok, mais sinon elle est très bien comme elle est et tout ça. J'ai bien aimé la façon dont c'était abordé comme sujet et j'ai lu donc dans le Afterwards que en fait l'autrice elle-même a des problèmes d'audition qui se sont aggravés au moment à peu près où elle écrit ce livre et que donc elle avait voulu apporter cette représentation-là au monde. Et je trouvais que c'était vraiment chouette de lire ça et de voir que c'était aussi un peu son expérience personnelle qui parlait. Je pense que ça se sentait et c'est pour ça que ça faisait aussi vrai ce qui était décrit dans le livre. Après, bien sûr, je ne suis absolument pas une experte à ce niveau-là, mais je trouve ça très cool qu'on ait eu ce genre de représentation dans une romance, en tout cas. Et c'est drôle parce que du coup, cette année, j'en aurais lu 2 avec des personnages qui utilisent le langage des signes, parce que c'était le cas aussi dans Archer's Voice, alors qu'avant, dans ma vie, j'en avais lu 0. J'ai vraiment augmenté mes statistiques de 200%. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce livre. Le prochain va être sur la sœur de Layla, Maddie, qui va se retrouver à raisonner avec l'alien du début qui avait kidnappé Lila, si vous avez suivi toute l'histoire. Donc bien sûr, ils partent pas avec des bonnes bases, parce qu'elle raisonne pour celui qui avait enlevé sa sœur. Not great. Mais on sait comment ça va finir. J'ai très hâte, je crois qu'il sort en mai. C'est sûr que dès qu'il sort, je l'achète et puis je vous en parle. Et donc, j'ai ma prochaine lecture qui est That Time I Got Drunk and Saved a Demon. Le personnage principal vend des épices et elle s'appelle Cinnamon Hot Pepper. Donc, cannelle, piment fort, ou je sais pas trop comment je traduirais Hot Pepper, mais c'est ça à peu près. C'est comme si elle s'appelait cannelle piment fort. Et elle vend des épices.
Alors déjà, ça donne un peu le ton du livre. Je pense qu'il va falloir que je prenne les choses au 4e, 5e, 6e degré là-dedans. Même si le personnage, j'ai lu un chapitre pour le moment, reconnaît elle-même que sa mère a eu beaucoup d'humour avec son prénom. Ah oui, et sa meilleure amie s'appelle Brie et vend du fromage. Ça va être incroyable cette lecture. Donc je vais continuer un petit peu ce soir, mais je le finirai beaucoup plus probablement demain. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de niveau de spicy, de kinkiness, il y a quelque chose avec les démons, je sais pas du tout. C'est la première fois que je vais vraiment lire cette autrice à part la novella, donc we'll see. Je vous fais une update de ma lecture dans la salle de bain parce que je dois me préparer pour le travail et je suis en retard. Donc je vais me maquiller en même temps, chose que je ne fais genre jamais parce que c'est trop compliqué de parler et de se mettre de l'eyeliner en même temps. But we're gonna do it. Ne jugez pas ma manière de me maquiller, je sais que je ne suis pas une youtubeuse beauté. Et voilà, je ne recommande pas particulièrement. Je suis même pas sûre que ça marche, mais that's how I do it. Donc, le livre. Donc hier soir, j'ai pas mal avancé quand même ma lecture de That Time I Got Drunk and Saved the Demon. J'en suis à la page 88 à peu près. Et franchement, je suis déçue. Je suis très déçue parce que deux choses. La première, c'est l'écriture est vraiment pas folle. Genre, c'est pas... Je sais pas si je dirais que c'est mal écrit, mais c'est comme si l'écriture n'avait aucun intérêt, ne me faisait rien ressentir, ne m'aidait pas à m'immerger dans l'histoire. Mais voilà, je trouve pas l'écriture vraiment intéressante ou particulièrement agréable. Le deuxième point, c'est que c'est quoi cette intrigue? What the fuck? Faut que je vous explique parce que c'est vraiment n'importe quoi. En gros, la fille, donc Cinnamon, elle vend des épices. Avec sa famille, ils ont une ferme où ils font pousser des épices. Alors, je ne suis pas une pro de quelle sorte de plantes viennent toutes les épices, je ne peux pas juger à ce sujet-là. Mais à un moment, elle faisait une fête dans son village parce qu'il y avait une Chosen One qui avait été choisie pour aller vaincre les démons. Et elle boit beaucoup, elle est saoule. En rentrant chez elle, elle va sauver d'un tremblement de terre qu'il y a eu une créature qui se révèle être un démon. Ok. Et puis là, il essaye de la tuer. Elle essaye de s'échapper. Ils se font une course-poursuite. Ça finit dans ses champs de cannelle. Et elle lui balance de la cannelle à la face, là, les bâtons de cannelle, j'imagine une grosse branche de l'arbre. Et puis elle arrive à se réfugier chez elle. Ça s'arrête pas pour le premier jour. Deuxième jour, il débarque chez elle. Il lui révèle à elle et à sa famille que en fait les démons ce sont pas les méchants. Les méchants c'est la personne qui vénère comme une déesse qui a réussi à rendre les démons fous et que la cannelle l'a guéri de cette folie-là. Donc c'est pour ça qu'il avait essayé de la tuer et qu'il a arrêté quand il a eu le bâton de cannelle dans la face. Ça, à la limite, ok, why not? Mais là, il dit à la fille qu'elle va l'accompagner pour détruire la déesse. Et alors la manière dont elle doit détruire la déesse, là déjà j'étais comme... What? En gros, la déesse, elle a 4 temples dans ce royaume-là. Et ils doivent aller détruire un espèce de calice, de graal, de vase, de coupe qu'il y a dans chacun de ces temples. Donc elle va au premier qui est à côté de chez elle. Il y a une mini scène de bataille où elle détruit la petite coupe. Et là, c'est là qu'elle apprend au démon qu'il y en a 3 autres en fait à détruire. Et il lui dit, bon ben, tu vas venir le faire avec moi, t'as pas trop le choix, c'est comme ça. Mais toute la manière dont ça se passe, genre, ça s'est fait en quelques pages. Genre, ils apprennent que leur déesse est une méchante. Elle va au temple, elle détruit la coupe. Et ça, la manière dont ça se faisait, la manière dont la scène était racontée, ça faisait vraiment très maladroit, très... Franchement, je pense que c'est un truc que j'aurais écrit au collège pour concours de français quand on nous apprenait à écrire des histoires avec, vous savez, le début, les péripéties et tout ça. C'était vraiment pas fou, tant par la qualité de l'action que par la qualité de l'écriture. Donc là, ils sont en route pour aller détruire les autres gobelets magiques, là, dans les autres temples. Alors déjà, je me dis, il y avait
Et il y avait personne dans le temple pour vous empêcher de détruire le truc alors que c'est une déesse qui est vénérée par tout le monde, qui est censée les... Le temple est censé les protéger des démons et tout ça. Et il y avait personne pour vous empêcher de l'atteindre. Bon. Et ben c'est pas fameux ça. Alors tous... Oups. J'ai retenu la trousse à maquillage, le lait va tomber, c'est pas grave. Alors tout ça ensemble, ça fait que je trouve vraiment l'intrigue très bobof. Pour l'instant, il n'y a pas eu de scène spicy ni rien. On verra si... Quand ça arrive, plutôt parce que je sais qu'il va y en avoir. Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Oh, vous voyez, je peux pas parler et faire ça en même temps. Je suis assez déçue. Voilà. Bien déçue. Je m'attendais à mieux au niveau de l'écriture et de l'intrigue. Franchement, ça n'a aucun sens. Alors je veux bien que ce soit pas un livre fait pour son intrigue, mais quand même. Et je vais m'arrêter là et y aller parce que je vais être très en retard. Je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Et malheureusement, ce n'est pas fameux du tout. Je ne sais pas si peut-être que l'autrice elle-même était un petit peu drunk quand elle a écrit l'intrigue de ce roman, parce que ça ne tient pas debout, c'est tellement illogique. J'étais comme, pourquoi? Ne fais pas d'intrigue. Fais juste du smut, fais juste des scènes spicy. Ne fais pas d'intrigue, c'est pas grave. Mais ça n'avait aucun sens. Donc je vous avais dit, je pense, à la dernière update, que Cinnamon, le personnage principal, devait comme sauver le monde en allant détruire des petits objets qui représentaient une déesse maléfique nécromancienne. Donc elle est en route pour faire ça, il lui arrive des aventures au fur et à mesure. Mais il y a un moment où la ville est en feu, elle est toute détruite, ses amis vont chercher un bateau pour qu'il s'enfuit, puis au final, elle va passer la nuit avec le démon, ils vont prendre un bain ensemble, puis il va comme s'occuper un petit peu d'elle. Les autres, ils t'attendent avec le bateau pour partir. Qu'est-ce que tu fais? Genre, juste un exemple parmi beaucoup. Alors voilà, au niveau de l'intrigue, c'était une catastrophe abominable. Je n'ai pas les mots. Les personnages secondaires qu'on découvre, j'aime bien. Il y en a certains, j'aurais aimé suivre leurs histoires. Il y en a un en particulier, je pense que c'est celui dont j'ai lu l'histoire dans la novella. Mais... voilà, c'est dommage, parce que franchement, le principe, j'aime bien. Les démons sont en fait souvent des shapeshifters, donc des métamorphes. Par exemple, lui, c'est un dragon, il y a des loups-garous, il y en a serpents, bon, je ne suis pas très fan, mais il y en a, il y a des centaures, il y a toutes les espèces que vous pouvez imaginer. Et puis la plupart, quand ils trouvent une mate ou une femme qui leur plaît, c'est vraiment genre pour la vie, quand ils le sentent. Il y a comme un truc différent en eux et tout. Et comme dans leur royaume, là où ils étaient isolés, il n'y avait pas beaucoup de femmes, disons qu'ils ont tendance à tous en vouloir une. Et puis, dans notre exemple, à vouloir faire en sorte qu'elles soient bien traitées et protégées, un peu trop protégées, parce qu'à un moment, ils ne veulent plus la laisser partir de leur île au cas où quelqu'un la blesse. Un autre truc intéressant, c'est que quand une humaine, en l'occurrence, mais je pense que ça fonctionne entre deux espèces de démons, devient mate, ils partagent leur magie. Donc au final, elle va récupérer sa magie, ce qui je pense va lui permettre de vivre plus qu'une vie humaine, parce que le gars il a comme genre 124 ans et elle en a 24. Et comme elle dit, elle l'appelle un gros vieux, il a 100 ans de plus qu'elle. Donc je pense que ça va lui accorder aussi une espérance de vie plus élevée, ce qui règle le problème. Ce partage de magie, je pense que je l'avais lu dans un autre livre romance what the fuck, ça règle pas mal le problème des espérances de vie différentes. Voilà, petite solution bien trouvée. Pour ce qui est un peu plus positif, donc comme je vous disais, j'ai bien aimé cette affaire de comment ça fonctionne avec les démons. J'ai trouvé ça chouette qu'on ait une représentation plus size, où il fait comme des remarques positives aussi sur son corps et les parties plus grosses de son corps et tout ça. Je trouvais ça vraiment cool. Et puis, il y avait une première scène qui était spicy, mais plus parce qu'il expliquait ce qu'il allait lui faire, et j'étais comme... It's pretty hot. Les scènes spicy en elles-mêmes m'ont moins fait d'effet dans la façon dont elles sont décrites.
of course, est-ce que j'ai encore besoin de le préciser? Il est énormément bien développé. Hein? Je pense qu'au lieu de vous le dire à chaque fois, même si à chaque fois je trouve que c'est tellement exagéré et appuyer là-dessus, je vous le dirai un jour si ce n'est pas le cas. Ce sera plus intéressant plutôt que de m'entendre toujours répéter la même chose. Mais donc les scènes spicy, au final, il y a eu des petits trucs qui m'ont dérangée, ce qui fait que je n'ai pas autant accroché pour les scènes spicy que j'aurais aimé non plus. Le côté surprotecteur qui ressortait à la fin, je m'en serais bien passée également. Par contre, j'avais une remarque générale que je voulais faire sur les démons, sur les aliens et même sur les humains dans ce type de livre-là. Je me suis fait la réflexion que il y a une pratique qu'ils ont tous en commun et qu'ils adorent faire. Ils adorent aller apprécier une certaine partie de l'anatomie féminine en profondeur, pour une longue durée, fréquemment, tout ce que vous voulez. Et je me suis fait la réflexion que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé dans la représentation des scènes spicy, parce que je me souviens quand je lisais les romans harlequins de ma mère. Et là, maman, je sais que tu regardes cette vidéo, même si je dis que je veux pas que ma famille regarde. Mais tu ne savais peut-être pas cette information-là. Je lisais donc les petits harlequins rouges passion et tout ça, où les scènes de relations intimes étaient très similaires à chaque fois. Et on peut pas dire que cette pratique-là était très courante. On peut pas dire que En fait, le plaisir féminin était vu d'une façon avec un regard masculin, si je peux dire. Parce que ce qui le provoquait, c'était toujours la même chose, c'était toujours le gars dans la fille, et c'était ça. Là, il y a plus de variété, il y a plus quand même de care pour le plaisir féminin, et c'est quand même plutôt cool. Donc je pense que c'était ça que je voulais vous dire pour ce livre, ça résume pas mal mon avis. Si je devais faire un classement, je pense que lui serait en 3e position, avec un... En mettant que je note en termes de romance, what the fuck, pas par rapport à tous les livres que je lis. Celui-là serait un 3. Celui-là, un 3,5. Et celui-là, un 4. Donc on a quand même une petite variété. Et puis je me suis dit que j'avais une habitude que j'avais perdue. Et donc j'allais reprendre un peu, changer. Je vous donnais avant mes petites notations sur 5 selon différents critères. Donc là je me suis dit que j'allais vous faire un tableau avec les 3 livres et tous les critères. Comme ça vous pouvez voir tout en même temps. Alors là je pense que je vais me détester au moment du montage, mais on y va. Pour le critère numéro 1 qui va être le world building, je vais commencer avec Midnight Ruin. Et ça va être un 3,5 sur 5 parce que quand même, on a beaucoup plus de développement dans ce tome-là, on comprend mieux comment marche l'Olympe et tout ça, mais il y a quand même encore des choses inexpliquées et qui sont pas tout à fait 100% logiques. Donc, je me dis que, voilà, il y a du potentiel, mais ça pourrait être mieux. Pour Barbarian's Touch, je vais mettre un 4 sur 5. Ça me fait rire parce que c'est vraiment pas de la grande science-fiction, mais je trouve que ce que fait l'autrice, ça se tient. Elle a trouvé des réponses à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser, notamment avec son parasite qui permet de survivre sur une planète hostile, avec son vaisseau qui permet de faire apprendre plus rapidement certaines langues. Alors oui, c'est un peu de la facilité, mais je trouve qu'elle a pensé à pas mal de choses. Puis pour The Time I Got Drunk and Saved the Demon, aïe aïe aïe, je vais mettre un 1. Ce n'était pas du tout son point fort, l'univers, du tout. Est-ce qu'il avait un point fort? Je ne suis pas sûre. Si je regarde mon 2e critère, qui va être la relation, donc un peu comment la relation amoureuse se développe et tout ça, pour Midnight Ruin, j'ai vraiment trouvé que ça allait beaucoup trop vite, même si leur dynamique était intéressante et tout, donc je vais aussi mettre un 3 sur 5. Pour Barbarian's Touch, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça prenait plus son temps et qu'ils étaient vraiment... ils développaient vraiment leurs sentiments l'un envers l'autre. Donc ça va être aussi un 4. Et pour That Time I Got Drunk and Saved the Demon,
Je vais mettre un 3 parce qu'il y a quand même du consentement, il respecte ses limites, mais il est beaucoup trop contrôlant. Elle craque vraiment rapidement sur lui. Voilà, il n'y avait pas de gros problèmes, mais c'était pas non plus incroyable, donc 3. Le critère d'après, le spicy. Alors là, Midnight Rune, je pense que ça va être celui qui va avoir une note la plus élevée, même si comme je vous disais, c'est vraiment pas le plus intense de la série. Donc je vais mettre un 4 sur 5. Pour Barbarian's Touch, pareil, c'était pas le plus spicy de la série, ça met vraiment beaucoup de temps à venir. Et c'était quand même bien écrit par contre. Et ça, la façon dont elle les écrit rattrape peut-être le manque de scène. Donc je vais lui mettre un 3. Et pour That Time I Got Drunk and Saved the Demon, il y en a quelques-unes, mais comme je vous disais, j'étais moins fan de leur construction. Donc ça va être un 2. Et enfin, on a le critère le plus fun, qui est le côté what the fuck. Donc vraiment le côté incroyable que des fois je peux avoir avec des romances où les personnages ont des tentacules, ou sont des gargouilles, ou des trucs comme ça. Malheureusement, dans ma sélection pour ce vlog, on n'était pas tant dans le what the fuck. On était dans le spicy, mais il n'y avait rien de particulièrement étrange qui faisait partie de leur corps, qui sortait d'eux ou quoi que ce soit. Donc pour Midnight Rune, niveau what the fuck, j'ai réfléchi au niveau des pratiques qu'ils avaient, qui étaient un peu plus, on va dire, différentes de ce qu'on voit classiquement. Du coup, je vais mettre un 2. Je pense que pour Barbarian's Touch, je vais mettre un 1 parce que il s'occupe même pas beaucoup de son espèce de petite protubérance qui est pourtant bien pratique dans d'autres tomes. Et puis pour That Time I Got Drunk and Saved the Demon, je vais aussi mettre un 1 parce que franchement, ça c'est une occasion manquée. C'est un démon. Tu pouvais lui inventer des choses sexuelles particulières ou lui faire des trucs et tout, mais non, c'était des scènes spicy assez normales. Donc voilà. Ce n'était pas mon vlog what the fuck le plus what the fuck, mais j'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que ça va venir égayer votre Saint-Valentin, que vous la fêtiez ou non. J'ai envie de vous dire en particulier pour ce vlog de prendre soin de vous aujourd'hui, de prendre soin de vous tout ce mois de février, encore plus particulièrement avec la fin de l'hiver et tout. Des fois c'est moins facile. Si vous avez lu certains de ces livres, si ça vous intéresse, ou ce que vous en pensez, tout simplement, dites-le moi dans les commentaires. S'il y en a certains que vous aimeriez me voir tester, vous pouvez aussi me les indiquer. Si vous n'êtes pas sûr de quoi commenter pour ce vlog, vous pouvez mettre un emoji cœur. On va être classique. Et j'ai oublié de préciser aussi que, en plus de la version longue à laquelle mes Patreons ont accès, où je vais un peu plus dans le détail sur les scènes spicy, il va y avoir normalement dans quelques jours un bonus qui va être Johan qui teste Ice Planet Barbarian, qui va être disponible à partir du niveau scone sucré, si jamais ça vous tente. Moi j'ai très hâte de voir sa réaction à ce livre, j'ai très hâte. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.